Bonjour, vous êtes sur le podcast de T-Cook, l'échelle qui vous accompagne dans votre croissance continue. Le podcast de cette semaine a pour sujet les 7 marches de la liberté financière. Grande Sabatier, l'auteur du livre à succès Financial Freedom, A Proven Path to Success, qui veut dire liberté financière, une voie éprouvée vers le succès, a élaboré les 7 niveaux de la liberté financière. Son livre et ses audios ne sont disponibles qu'en anglais et n'ont pas encore été traduits en français. La version que je vais vous présenter aujourd'hui est ajustée selon ma vision et mise en perspective selon nos réalités africaines. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stella, j'ai plus de 15 ans d'expérience professionnelle dans plusieurs pays du continent et d'ailleurs. Je suis actuellement membre du comité de direction d'une grande entreprise dans un pays du continent. J'accompagne des jeunes et moins jeunes, hommes comme femmes, sur des sujets de développement de carrière et de développement personnel depuis plusieurs années. Je suis également une passionnée de finances personnelles dans le processus pour atteindre sa liberté financière. Comme je le disais en introduction, le sujet du jour est les 7 marches de la liberté financière. Tout d'abord, commençons par définir ce qu'est la liberté financière. La liberté financière est une situation où les revenus de son patrimoine et de ses actifs couvrent ses besoins, donc ses dépenses, sans avoir besoin de travailler. Vous avez donc des revenus passifs qui vous permettent de complètement vous prendre en charge, et ceci pour le reste de votre vie. À ce niveau, vous n'avez plus besoin d'un corporate job et vous avez la liberté de décider de continuer à travailler ou non. Vous pouvez, si vous le voulez, prendre une retraite précoce, qui est le principe du mouvement FIRE, dont on pourra parler dans un prochain podcast. FIRE, c'est Financial Independence, Retire Early, qui veut dire indépendance financière et retraite précoce. Le montant nécessaire pour la liberté financière est propre à chacun. Il va être différent selon le niveau de vie, la situation familiale, le pays ou la ville où vous vous projetez. Quelqu'un peut atteindre la liberté financière avec 1 million de francs CFA de revenus passifs récurrents par mois et quelqu'un d'autre aura besoin de 3 millions. Il sera donc important de prendre le temps d'y réfléchir et de faire vos calculs pour mieux vous projeter sur cette 7 marches à gravir. Je vous fais démarrer en dessous des escaliers, en créant un niveau 0. À ce stade, vous n'avez aucune vue sur votre situation financière et vous vous en foutez. Vous vivez au jour le jour, au gré de ce que vous trouvez ou raquettez à vos proches, voire même juste à des connaissances. Je pense que vous pouvez identifier certaines personnes de votre entourage. Quand on commence à s'intéresser à ses finances, on monte sur la première marche qui est l'étape de la clarté. À cette étape, vous prenez conscience de la situation financière dans laquelle vous êtes. Il est temps de faire le point sur vos revenus et sur vos dépenses. Dans les revenus, on compte des salaires, pensions alimentaires, aide familiale, bourse, allocation, dividendes, revenus passifs et tout autre revenu sur une base mensuelle. Dans les dépenses, on inclut la totalité de ce qui sort de votre poche, compte bancaire, mobile money et autres chaque mois. Pour ce faire, vous avez plusieurs méthodes. Tout d'abord le format traditionnel, en notant tout cela sur une feuille à l'aide d'un stylo. Plus classique, celle que j'utilise, en mettant tout sur Excel. Plus moderne et digital, en téléchargeant une des nombreuses applications de gestion budgétaire qui existent. Ensuite vient le listing. Si vous utilisez beaucoup de cash et ne vous souvenez pas de vos dépenses, vous prenez 1 ou 2 mois pour faire l'exercice et notez chacune de vos dépenses pour avoir une première vue. Rassurez-vous, avec le temps, vous n'aurez plus besoin de faire un exercice aussi détaillé. Si vous utilisez plus votre carte bancaire, aidez-vous de votre relevé bancaire. Pour un premier exercice, soyez précis et allez dans le détail. Avec le temps, comme je l'ai dit plus tôt, ça ne sera plus nécessaire. Je vous recommande de classer vos dépenses en 5 rubriques. Vous pouvez décider d'en avoir plus ou moins. Première rubrique, les charges fixes et récurrentes telles que le loyer, le salaire de votre personnel de maison, la scolarité des enfants, les mensualités de vos dettes, vos assurances, etc. Deuxième rubrique, les charges variables comme les courses pour la maison, les factures d'électricité et d'eau, vos crédits téléphoniques, sauf si le montant est fixe. Troisième rubrique, les dépenses de loisirs ou de plaisir, le shopping, les restaurants, les sorties, Netflix, les voyages et autres achats plaisir. Quatrième rubrique, les aides familiales, dons et cadeaux. Ce que vous donnez à votre famille non inclut les membres de votre foyer,
les dons, les cadeaux d'anniversaire, les cotisations de mariage, les cotisations de funérailles, etc. Et enfin, dernière rubrique, la plus importante, le montant pour l'épargne et les investissements. Une règle classiquement admise est la règle des 50-30-20. 50% pour les charges, 30% pour les loisirs et voyages, 20% pour l'épargne et l'investissement. Moi, je vous propose une version adaptée qui est la règle des 50-20-20-10. 20% pour les loisirs au lieu de 30% et 10% pour les aides familiales, les dons et les cadeaux. Le taux pour l'épargne et pour les aides familiales sera ajusté selon votre niveau de salaire. On pourra en reparler dans de prochains podcasts. Quand vous aurez fait l'exercice, vous aurez une vue claire de votre situation financière. Vous saurez si vous vivez au-dessus de vos moyens et donc finissez avec un découvert ou des dettes, ou si vous gérez bien et avez un surplus à épargner ou à investir. Pour ceux qui pensent être avancés, parce que ayant déjà fait des investissements, c'est le lieu aussi de faire le point sur l'étendue de votre patrimoine et de vos dettes, et voir si votre patrimoine net est positif. Le patrimoine net égale la totalité de la valeur de votre patrimoine moins vos dettes. C'est à ce niveau qu'il est aussi recommandé de vous projeter sur la vie financière que vous souhaitez, d'établir des objectifs, de vous projeter sur votre rich life. À mon avis, c'est peut-être un peu trop tôt. Si votre situation est trop négative, je ne suis pas sûre qu'à ce stade, l'ambition sera très élevée. Pour moi, à ce stade, le premier objectif est de sortir des problèmes et d'atteindre une certaine stabilité financière. Et de là, on sera plus serein à vraiment se projeter de façon ambitieuse. Cependant, si après cette revue, la situation est positive, alors l'exercice sera plus facile à faire, donc à vous de voir. On boucle cette première marche et on passe sur la seconde marche qui correspond à l'étape de l'autosuffisance. À cette étape, vous arrivez à tenir dans votre budget et vous ne dépendez pas de quelqu'un pour terminer le mois. Ce qui veut dire que vous ne quémandez plus d'argent à maman, papa, tonton, tata et autres amis pour vous aider à joindre les deux bouts. En effet, après avoir analysé vos dépenses sur la première marche, vous avez ajusté vos sorties pour être au moins égal à vos entrées. Vous avez un budget strict et vous vous y tenez. Quand on parle d'ajustement des dépenses, c'est que vous avez supprimé le superflu. Très souvent, ça sera de diminuer les dépenses de loisirs. Donc, moins de shopping, ou du moins, un shopping moins cher. Pareil pour les sorties et les restaurants. Peut-être vous avez revu votre consommation d'électricité, ou même vous avez déménagé pour un loyer plus bas. Peut-être vous êtes-vous rendu compte que le poste aide familiale est trop élevé et vous l'avez révisé à la baisse en priorisant les vrais besoins et en mettant de côté les sollicitations liées à des fêtes. Vous ne vivez plus au-dessus de vos moyens et bien que pour l'instant vous ne pouvez pas encore faire d'économies et vivez de salaire en salaire, vous êtes quand même autonome. À ce niveau, vous pouvez encore être endetté, mais vous avez un plan de remboursement clair qui est inclus dans votre budget et que vous arrivez à tenir chaque mois. Sabatier, qui est américain, précise que sur cette marche, vous avez déjà quitté le domicile familial. Mais en Afrique, nous sommes dans des contextes différents et je dirais que si vous êtes chez les parents ou des proches par choix et non par contrainte financière, ce n'est pas à prendre en compte. Nous passons à la troisième marche, qui est celle de la marge de manœuvre ou de la latitude. Le terme anglais est « breathing room ». Littéralement, vous respirez mieux, vous n'êtes plus limite. Vous avez de la marge de manœuvre et de l'argent qui reste après la gestion de vos charges. Vous allez commencer à constituer votre fonds d'urgence et à investir un petit peu. À la suite de la marche précédente, vous avez continué à optimiser vos charges pour dépenser encore moins et limiter les dépenses futiles, le temps de vous refaire une bonne santé. Vous vous êtes aussi libéré de certaines mauvaises dettes, essentiellement des dettes de consommation. Toutes ne sont pas forcément remboursées, mais vous respectez vos échéanciers et n'êtes donc pas sous pression. Vous êtes lucide et responsable vis-à-vis des prêts de consommation et vous avez compris qu'il ne faut plus en prendre. Donc, vous ne remplacez pas les dettes qui sont clôturées par de nouvelles, ce qui fait que chaque dette qui disparaît vous permet de conserver l'équivalent des mensualités pour en faire autre chose. Vous avez donc la possibilité de rembourser plus rapidement d'autres dettes ou d'épargner l'équivalent des anciennes mensualités. Peut-être avez-vous également réussi à augmenter vos revenus, même si à ce stade, ce n'est pas le focus. Augmentation de vos revenus grâce à une augmentation au bureau ou à un meilleur usage de vos bonus ou primes semestrielles ou annuelles. Sur cette troisième marche,
Il vous reste donc un peu de sous à la fin du mois et le focus sera de démarrer un fonds d'urgence. Qu'est-ce qu'un fonds d'urgence? C'est de l'argent liquide, disponible immédiatement pour gérer des imprévus et des coups durs. Par exemple, pour payer des travaux de voiture, un cas de maladie, un accident domestique, etc. Quand on dit argent liquide, ce n'est pas forcément en cash. Ça peut être dans votre compte en banque ou votre compte mobile money. Le plus important, c'est qu'il soit immédiatement accessible par vous pour régler votre problème. Quand vous êtes à l'étape du breathing room, vous n'êtes pas encore stable et en sécurité. À ce stade, un gros imprévu peut vous faire rebasculer dans la zone rouge, raison pour laquelle il est important d'avoir un petit matelas, le fonds d'urgence, à proximité. Ce montant ne peut pas être une dette que quelqu'un a envers vous, car vous ne savez pas s'il aura les sous dès l'instant où vous en aurez besoin. Assurez-vous que cet argent est en sécurité quelque part et accessible uniquement par vous, et que vous avez la rigueur suffisante pour l'oublier et ne l'utiliser qu'en cas de vrai problème. Si vous avez bien effectué le travail, il ne sera pas nécessaire de prendre un prêt pour régler un cas d'urgence. Et donc, évitez de vous rajouter une charge de plus et retourner dans un cercle négatif. Quel est le montant idéal du fonds d'urgence? Pour passer sur la marche suivante, il faudra avoir mis de côté 3 à 6 mois de dépenses. Ce n'est pas un montant qu'on peut constituer en un mois, c'est évident. Je dirais qu'il faut y aller par étapes et mettre au moins 10% de votre salaire de côté chaque mois et arriver à un premier niveau à 200 000, puis viser un mois de dépenses et ensuite 3 mois. Selon votre niveau de salaire et votre rigueur, vous pourriez atteindre le premier niveau en un mois comme en 6 mois et ça ira crescendo pour les niveaux supérieurs. Si je dois prendre des exemples concrets, si vous gagnez 500 000 par mois et que vous mettez 10%, donc 50 000 dans votre fonds d'urgence, il vous faudra 4 mois pour atteindre le premier palier de 200 000. Si vous gagnez 1 million, avec 10%, ça sera en 2 mois. Mais si vous décidez d'y mettre 20%, ça sera en un mois. Quand vous suivez les baby steps de Dave Ramsey, le premier seuil demandé aux États-Unis est de 1 000 $, donc 600 000 francs CFA. Ceci car moins de la moitié de la population américaine a ce montant en épargne. Chez nous, on n'a pas vraiment de statistiques, mais nous savons que peu de gens ont 600 000 en épargne et qu'avec un SMIC situé entre 40 et 75 000 dans la plupart de nos pays, même le seuil de 200 000 n'est pas facile pour beaucoup en un an. Grande recommande aussi à ce stade de commencer à investir pour sa retraite. Dans le contexte américain, ça fait sens car ils ont des instruments financiers comme l'IRA ou le Roth dédiés à la retraite. Mais nous n'avons pas cela. Je vais vous recommander soit de booster le montant pour le fonds d'urgence pour y arriver plus vite, soit de mettre de côté pour faire un premier investissement de long terme comme investir dans des bons du trésor, économiser pour un premier terrain, prendre une assurance vie ou autre. Un aparté à ce stade pour toutes les personnes qui travaillent dans des entreprises qui proposent des complémentaires retraite, c'est d'y souscrire en prenant le taux maximum. En général, l'entreprise abonde au même taux. Ça veut dire que l'entreprise match le montant que vous misez à 100%. Donc si vous choisissez par exemple de mettre 5% de votre salaire, l'entreprise va ajouter 5%. Et à votre retraite ou à votre démission selon les règles de l'entreprise, vous pourrez récupérer 10% avec les intérêts produits. La quatrième marche est celle de la stabilité. Vous avez réussi à mettre 3 à 6 mois de charge de côté. Vous commencez aussi à investir. Vous avez atteint la stabilité. Même si un imprévu arrive, vous avez de quoi tenir le temps de trouver une solution. Si vous gagnez par exemple 500 000 par mois et que vos charges sont de 50% de votre salaire, donc 250 000, à ce stade, vous avez entre 750 000 et 1,5 million dans votre fonds d'urgence. Si vous gagnez 1 million, avec le même ratio de 50%, vous devriez avoir entre 1,5 et 3 millions dans votre fonds d'urgence. Si vos dépenses sont plus élevées, vous devrez augmenter d'autant. Si jamais demain vous perdez votre travail, ça ne serait pas un souci car vous aurez de quoi tenir le temps de chercher, passer les entretiens et démarrer. Pour moi, à ce stade, vous êtes serein et positif sur l'avenir et vous devez vous poser pour réévaluer vos objectifs financiers. C'est ici que je me permettrai de revoir mes ambitions, se donner de plus gros objectifs, remettre mes objectifs financiers en perspective par rapport à la vie souhaitée. Je vous invite d'ailleurs à réécouter ou revoir mon podcast sur le sujet. Calculez le montant que vous souhaiteriez avoir par mois et à quelle échéance. Posez-vous des questions sur votre carrière, l'âge de votre retraite. Peaufinez la vision de votre rich life, comme dit Ramit Sethi. Et par rapport à cela, vous allez élaborer votre plan. Vous allez commencer à chercher cette promotion. Peut-être changer d'entreprise, aller en expatriation. Ici,
le focus est de se concentrer sur l'augmentation de ses revenus. Vous déroulez ici votre plan de développement de carrière et vous investissez sur vous pour acquérir de nouvelles compétences, avec une formation par exemple. Tout ce qu'il faut pour bouger dans votre carrière, prendre en responsabilité et gagner plus d'argent. Vous avez votre fonds d'urgence qui est sécurisé et un peu d'argent de côté disponible pour investir. Vous allez commencer à construire votre patrimoine en y ajoutant des actions, en ouvrant un compte à terme bien rémunéré, en achetant des terrains, peut-être des promotions immobilières. À vous de choisir. Vous pouvez aussi commencer à structurer un side business, un business à faire en plus de votre travail qui pourra vous générer des revenus complémentaires. Mais je recommande de ne pas laisser de côté la progression de carrière en mettant trop de focus sur le side business. Sur la marche d'après, vous pouvez y mettre plus d'énergie. Comme vous avez un budget rationalisé, des revenus qui augmentent, votre taux dédié à l'épargne et aux investissements a également augmenté et vous n'êtes plus à 20%, mais peut-être à 25, voire 30%. Les adeptes du FIRE peuvent aller jusqu'à 70%. Je ne suis pas une adepte de la frugalité. Je considère qu'on n'a qu'une vie et que bien qu'il faille penser à demain, il faut vivre le présent et donc je conserve quand même une partie conséquente pour les voyages et les loisirs. Mais clairement, je suis bien au-delà de 20% pour l'épargne et l'investissement aujourd'hui. À vous de faire vos choix selon votre niveau de salaire et le mode de vie que vous souhaitez. On a parlé de budget au début. Je considère que quand on atteint la stabilité, on n'est plus aussi strict dans le suivi de son budget, à l'exception du taux d'épargne. Par rapport au début de mon aventure il y a 20 ans, où je suivais mes dépenses quasi quotidiennement, aujourd'hui, je fais le point une fois par mois. Dès que j'ai mon salaire, mon premier réflexe est de gérer mon épargne et mes investissements, ensuite mes charges fixes, et j'utilise le reste sans stress, sans obligation de tout dépenser bien sûr. Je rappelle aussi qu'à ce stade, vous n'avez plus aucune mauvaise dette. Vous pouvez décider de prendre un emprunt pour votre maison principale si vous le souhaitez. Ça, c'est plutôt considéré comme une bonne dette, même s'il y a plusieurs écoles sur le sujet. En Afrique, nous avons cette culture que dès qu'on travaille ou on se marie, il faut acheter ou construire sa maison. Pour moi, ce n'est pas forcément obligatoire. J'aurais tendance à investir dans du locatif plutôt que dans ma maison principale, mais c'est aussi parce que je bouge beaucoup pour mon travail et je n'ai pas encore de pays fixe. Pour quelqu'un qui est sédentaire, déjà marié, au lieu de verser un loyer à un proprio, ça peut faire sens d'investir dans sa maison, même si c'est par un prêt. Mais de grâce, ne construisez pas si vous n'avez pas tous les fonds disponibles pour faire au moins une unité viable, que ce soit par des fonds propres ou par un prêt. Construire par étapes en prenant 10 ans, c'est immobiliser de l'argent pour rien. Vous continuez de payer un loyer et votre argent ne produit rien car votre maison reste inhabitable. Nous devons apprendre à être rationnels dans nos choix et laisser l'émotion de côté. Même chose pour les constructions de maisons au village, alors qu'on n'y va qu'une fois par an et que personne n'y vit, ou en tout cas pas nos proches directs. Cet argent pourrait tourner et être fructifié au lieu d'être immobilisé et perdre sa valeur avec le temps. Si vous n'avez pas la pression de posséder une maison principale, je vous recommande d'investir dans du locatif ou sur des terrains avec un potentiel de prise de valeur et ne pas hésiter à revendre pour faire de la plus-value et réinvestir. Comme je l'ai dit plus haut, il faut diversifier votre patrimoine et avoir aussi des instruments financiers en plus de l'immobilier, bien sûr selon votre profil de risque. Nous arrivons sur la 5e marche qui est celle de la flexibilité. Sur cette marche, vous êtes confortable. Vous avez 2 ans de dépenses de côté et vous avez donc de la flexibilité. Souhaitez-vous prendre une année sabbatique? Aller faire une formation? À ce stade, vous pouvez le faire sans problème. Les 24 mois mis de côté ne sont pas forcément en totalité liquides. Une partie peut être sur des instruments financiers que vous pouvez liquider rapidement comme des actions. Je vous recommande de garder 3 à 6 mois sur un compte et le reste dans des actifs que vous pouvez récupérer en cash en moins d'1 mois. Dans nos pays, nous avons plus de possibilités d'investissement qu'en Occident et on a des actifs comme des terrains titrés qui peuvent se vendre rapidement selon la localisation. Je ne vois pas garder 2 ans de dépenses dans mon compte sans que cet argent tourne quelque part. À chacun de voir ce qui lui va. Vous continuez ici à développer votre patrimoine par des investissements qui génèrent des revenus récurrents et si possible passifs, sachant que rien n'est à 100% passif dans la durée. Ça peut être dans l'immobilier locatif, les flottes de véhicules gérés par d'autres entreprises. Il y a vraiment pas mal de possibilités sur nos marchés. Si vous avez un profil de risque élevé, il peut être intéressant d'investir dans des startups ou des boîtes non cotées. C'est du private equity. Il y a pas mal d'entreprises spécialisées dessus également.
Commencez à vous renseigner sur ce type d'investissement et sur des investissements plus complexes. Les taux de rendement sont meilleurs, mais encore une fois, les risques de perte sont plus élevés. Pour moi, c'est également le meilleur moment pour démarrer un side business, car vous avez déjà sécurisé pas mal de choses financièrement, et là, vous pouvez prendre un peu plus de risques. Le side business ne doit pas mettre en péril votre activité salariée. Faites quelque chose que vous pouvez gérer en dehors des heures de travail. Le side business doit apporter des revenus complémentaires à votre salaire principal. Je vous rappelle qu'à ce stade, vous n'êtes pas encore en liberté financière et vous n'avez pas la garantie que votre side business va marcher comme vous le voulez, donc évitez de mettre votre emploi en péril. D'un point de vue professionnel, vous êtes sur un poste qui vous convient et si ce n'est pas le cas, c'est le moment de prendre des risques. Vous pouvez investir sur vous en faisant une formation longue type MBA ou Executive Master pour atteindre la position au-dessus, que ce soit dans votre entreprise actuelle ou dans une autre entreprise. Ceci dans le but d'augmenter votre package salarial. D'un point de vue personnel, 2 philosophies. La première, réduire encore plus vos dépenses pour investir au maximum, notamment si vous souhaitez prendre une retraite précoce. C'est le mouvement de la frugalité. La seconde, celle que j'applique, c'est d'augmenter mon train de vie, mais en m'assurant d'également augmenter mon taux d'investissement. Encore une fois, je pars du principe que je n'ai qu'une vie et que je dois bien la vivre tout au long du voyage vers mes objectifs. Je m'assure juste de toujours investir encore plus, mais en gardant un volume d'argent confortable pour mon lifestyle. Ça mettra plus de temps que l'option 1 pour arriver à la liberté financière, mais ça sera plus fun à vivre et ça reste pour moi un motif de motivation. La 6e marche est celle de l'indépendance financière. À ce stade, vos revenus passifs récurrents couvrent la totalité de vos charges. Ces revenus passifs peuvent être des loyers, des dividendes, des intérêts issus de votre patrimoine immobilier ou financier. Vous n'êtes plus obligé de travailler. Vous avez le choix de continuer, de lever le pied ou même de prendre une retraite anticipée. Selon le calcul que vous avez fait soit au début, soit sur la marche 4, vous allez mettre plus ou moins de temps pour arriver à ce niveau. Si vous avez décidé qu'il vous faudra 500 000 pour vivre par mois, là où votre camarade a estimé 1 million ou 2 millions, la durée pour passer du stade 5 à 6 peut être très différente et très longue. Je trouve que c'est la marche la plus dure à atteindre, notamment quand vous voulez avoir un lifestyle élevé et que vous n'êtes pas dans la frugalité comme moi. Quand vous atteignez l'indépendance financière, c'est le moment de faire une pause et de vous poser des bonnes questions sur la suite de votre vie. Souhaitez-vous arrêter de travailler ou plutôt vous mettre à votre compte? N'y a-t-il pas un risque que votre niveau de vie puisse augmenter et donc que vous commencez à ne pas avoir assez selon vos calculs? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème sur un des actifs de votre patrimoine? Est-ce que ce qui reste suffirait à vous faire vivre le reste de votre vie? Peut-il y avoir des événements familiaux qui changent la donne? Par exemple, un enfant surprise? Donc, il faut quand même constamment s'assurer de toujours optimiser ses investissements pour que les revenus passifs ne diminuent pas. Un locataire peut ne pas verser un loyer sur plusieurs mois. Comment vous ferez face à cela? Le marché boursier peut se détériorer et vos actifs avec. Donc, il faut quand même une surveillance. À ce stade, vous ne pouvez pas vraiment vous permettre des folies si vous décidez d'arrêter de travailler. Cependant, si vous vivez dans la frugalité, ça devrait être suffisant. Et c'est bien pour cela qu'il y a une dernière marche, après l'indépendance financière, la 7e, qui est l'abondance financière. L'abondance financière veut dire que les revenus que vous générez tous les mois couvrent plus que la totalité de vos charges. Donc, l'argent n'est plus un souci. Pour cela, étant sur la marche 6, vous avez peut-être décidé de continuer à travailler et d'investir la totalité de vos revenus de patrimoine pour continuer à développer vos revenus passifs. Peut-être que votre side business marche bien et vous vous êtes mis à temps complet dessus. Peut-être vous vous êtes concentré sur la gestion de votre patrimoine et trouvé des moyens de plus rentabiliser ce que vous aviez. La résultante, c'est que vous avez plus d'argent que nécessaire et vous pouvez augmenter votre niveau de vie en toute quiétude. Vous pouvez aussi faire plus de dons, vous engager financièrement dans des causes. Vous avez la capacité de transmettre un héritage à vos enfants et peut-être aux enfants de vos enfants. D'ailleurs, la transmission est également possible sur les marches précédentes dès lors que votre patrimoine net est positif. L'abondance est donc la dernière marche de la liberté financière. Avant de clôturer, je voudrais faire un petit point sur la règle des 4% qui est assez répandue et débattue aux États-Unis par rapport au mouvement FIRE. En gros, le principe est que, en tenant compte de la croissance des marchés et de l'inflation, il faut que la somme de vos dépenses annuelles n'excède pas 4% de votre patrimoine.
Ceci permettrait à votre patrimoine de se régénérer et de revenir à 100%. On peut donc ainsi s'assurer du maintien de son patrimoine à vie. Personnellement, je ne suis pas pour cette règle, car cela demande un montant conséquent en patrimoine d'un, et de deux, je ne vois pas le problème de grignoter un peu dans son patrimoine. Je compte laisser un héritage à mes enfants, mais je considère que ça ne doit pas forcément être hyper élevé, car ils doivent aussi pouvoir travailler dans leur vie pour ajouter sur le patrimoine qu'ils laisseront à leurs enfants. On pourra en faire un débat un de ces jours dans un live. D'un autre côté, les taux de rendement en Afrique sont bien plus élevés qu'en Occident. Donc, les 4% ne marchent pas forcément pour nous. C'est peut-être plus élevé, c'est peut-être 7%, je ne sais pas. Et enfin, il y a un certain type d'investissement qui génère beaucoup plus de revenus que les 4%. Bien sûr, pas à 100% passif. Et donc, qui permettent d'avoir des rendements beaucoup plus élevés. On pourra également en parler dans un live dédié au FIRE et avoir différentes opinions sur ce que peut être le FIRE version africaine. Nous voilà arrivés à la fin de ce podcast sur les 7 marches de la liberté financière. À chacun de vous d'évaluer sa situation financière actuelle et de déterminer à quel niveau vous vous trouvez. À vous de clarifier vos objectifs, calculer le montant de ce que vous souhaitez et de commencer à travailler sur vos plans d'action pour y arriver. Je ferai d'autres podcasts sur des thèmes financiers pour aller dans plus de détails, notamment sur l'élaboration d'un bon budget, comment épargner plus, les types d'investissement, etc. Je tiens également à rajouter qu'il y a plusieurs voies pour atteindre la liberté financière et que celle du salariat en est une. C'est pour cela que c'est important de développer sa valeur sur le marché pour prétendre à des salaires de plus en plus hauts et ainsi pouvoir investir de plus gros montants. Ensuite, il n'est pas exclu de sauter le pas vers l'entrepreneuriat une fois certaines choses sécurisées et si vous avez vraiment le mindset pour. L'entrepreneuriat n'est aucunement la seule voie vers la liberté financière, comme le pensent certains. Ceci aussi fera l'objet d'un prochain débat. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ou visionné ce podcast. N'hésitez pas à le partager, liker et commenter. Retrouvez-nous sur notre site www.tikouk.com, donc www.tikouk.com, et sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à me laisser en commentaire des sujets que vous souhaiterez que je creuse. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre 3e podcast qui aura pour thème « Rester ou démissionner ». Prenez soin de vous et misez sur vous pour votre réussite.